C'est ça que nous allons voir aujourd'hui, chers amis, parce que vous pouvez avoir une vision. C'est très bien. Vous pouvez définir vos objectifs, c'est mieux. Vous pouvez avoir les méthodes, les techniques, c'est très bien. Mais est-ce que tout ça, ça vous permet de faire face au challenge? C'est ça, notre séance d'aujourd'hui. Quels sont les types de challenges qu'un leader est amené à rencontrer? Voilà, d'entrée légère, on vous dit, comme juste le rappel, je dis voilà, le leadership, ça n'a jamais été un boulevard. Le leadership, ça n'a jamais été un chemin facile. Quand vous êtes un leader, vous devez savoir que vous avez levé l'option de prendre un chemin difficile. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne prennent pas ce chemin-là. Parce que la question que vous allez vous poser, pourquoi il y a 1% seulement des leaders? C'est parce que tout le monde n'est pas en mesure d'affronter les difficultés. Tout le monde veut prendre le boulevard. Chers amis, sachez qu'il n'y a aucune personne qui peut être appelée leader et qui appuie ce chemin-là de facilité. C'est toujours le chemin des difficultés. Donc nous devons apprendre les B à B. Si vous êtes là, parce que vous avez décidé de prendre ce chemin-là. Et c'est ça le chemin des grands. Le chemin des petits, c'est le chemin des boulevards, le chemin de la facilité. Le chemin des grands, vous devez le savoir, c'est le chemin difficile. Le leader, il est dans le 1%, mais dans d'autres pays, je suis convaincu que dans notre pays ici, il y a même moins de 1%. Mais ça, c'est une moyenne mondiale. Pourquoi? Parce que on se voit, les leaders. Il y a des leaders, mais en quelle quantité? Même aux États-Unis, 100% ne sont pas des leaders. Mais la moyenne, 1%. Il y a des niveaux, il y a des pays où il y a 2%. Il y a d'autres pays où il y a moins. La moyenne, 1%. J'espère, quand nous allons terminer, vous serez parmi les 1%. C'est l'objectif de ce séminaire que nous avons. Faire en sorte que vous puissiez aussi être dans les 1%. Alors, on distingue deux grandes catégories de challenge. Premier challenge, c'est faire face au changement, mes chers amis. Quand vous décidez d'être leader, vous devez savoir que vous décidez de prendre la route du changement. Le leadership, c'est un processus de changement perpétuel, un changement permanent. Quand vous posez la question à certaines personnes, ils peuvent vous dire, ceux qui voyagent beaucoup, ils disent, quand je vois l'aéroport Charles de Gaulle, ce n'est pas le même aéroport qu'il y avait 10 ans. Quand je vois l'aéroport d'Addis Abeba, ce n'est pas le même aéroport qu'il y avait 10 ans. Quand vous regardez l'aéroport de Kinshasa, c'est presque le même aéroport qu'en 1959. Le leadership. C'est un changement perpétuel. Mais, vous devez savoir, le changement est à 3 niveaux. Le changement individuel de vous-même, leader. Un leader, c'est une personne qui s'adapte, qui change. Parce que quand vous ne savez pas changer, vous n'êtes pas leader. Un étudiant de deuxième licence vient de me poser une question tout à l'heure. Je viens d'une petite conférence, d'atelier, où on a parlé de la zone de confort. Alors, il m'a posé la question, voilà, comment est-ce que nous,
les Congolais qui terminons en licence, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller? Parce que nous n'avons pas de facilité de créer des entreprises. Vous savez la réponse que je lui ai donnée? Quand j'étais Premier ministre, Didier Reynders, vice-premier ministre belge, un ami, il est venu ici. Je l'ai reçu à dîner. Et après, dans les divers, il m'a dit, il y a des étudiants belges qui ont terminé, qui ont leur licence, qui ont préféré venir faire des business en RDC. Et ils me disent que ça marche bien. Bon, maintenant, si les étudiants de Bruxelles viennent faire des affaires ici, et les étudiants de Kinshasa, et ils veulent toujours faire la politique. Quand on fait la politique, on consomme l'argent produit par l'État. Mais quand on fait du secteur privé, on consomme l'argent produit par soi-même, on enrichit les pays parce que les pays prélèvent les taxes, et on enrichit aussi les secteurs privés parce que tous ceux qui travaillent, ils perçoivent les salaires. Vous devez changer vous-même. Et le meilleur changement, c'est en commençant par vous-même. Parce que si vous n'êtes pas capable de devenir grand, vous devez d'abord changer commençant par vous-même. Comprenez? Et puis, quand vous changez vous-même, vous devenez influent, vous changez les autres. Parce que les autres vont dire, je veux faire comme mon leader. Vous inspirez. John Maxwell disait, le leadership c'est l'influence. Ni plus, ni moins. Si vous n'influencez pas, vous n'êtes pas... Vous manipulez, vous trompez les gens, ça c'est de la manipulation, vous n'êtes pas leader. Et après, vous changez l'environnement dans lequel les changements pour faire face aux changements. Vous voulez la propriété, vous appelez les gens à pouvoir ne pas jeter des papiers sur les trottoirs. Donc, l'environnement qui est là, le premier challenge, c'est changer vous-même, changer les autres et changer l'environnement. Et tout est possible. Ne dites pas, oh voilà, les Quinois sont habitués à ceci et tout ça. Le même Congolais ici, quand on les invite, ils ne respectent pas les temps. Quand ils arrivent ailleurs en Europe, on les invite, ils arrivent même 15 minutes avant. Le même Congolais qui jette les papiers ici, quand ils arrivent là où on ne jette pas les papiers, vous le voyez se promener avec son papier à la main. Mais quand il arrive ici, il jette. Donc, quelqu'un peut changer. Qu'est-ce qu'on dit la culture? La culture, c'est d'abord les habitudes. Et donc les habitudes, on peut les créer, n'est-ce pas? Et les habitudes, quand ça dure, ça devient une culture. Quelqu'un comme moi, je mange toujours les foufous et les pondous, parce que comme on était dans un environnement très pauvre, on n'avait pas de viande, on n'avait pas de poisson, je mangeais toujours les foufous et les pondous. Même quand je suis devenu Premier ministre, c'est toujours les foufous et les pondous. Pourquoi? C'est l'habitude. Ce qui n'est pas le cas pour mon fils qui n'a pas vécu dans la pauvreté. Donc la culture, on peut la changer. Chers amis, quand on a créé Transco, on a appris les Congolais à être en ligne. Le ministre camerounais de Transco s'est même posé la question, comment ces Congolais qui se précipitaient chaque jour pour monter dans un bus, monsieur le Premier, je les vois, ils sont calmes, alignés. On les a appelés à être disciplinés. Mais on a aussi créé beaucoup de bus parce que si quelqu'un, il arrive à l'arrêt, il fait 2 heures, le premier bus qui arrive, il va courir. Il faut aussi créer donc les conditions pour de belles habitudes. Il y a le deuxième challenge, c'est la peur, mes chers amis. La peur. Un leader ne peut pas avoir peur. Il ne faut pas qu'on dise, ah, M. Matata ne nous a pas dit tout. On est en train de vous dire tout. La peur. Beaucoup de gens ont peur. Si vous voulez être leader, si vous voulez devenir grand, si vous voulez réussir, si vous voulez une référence, quand vous aurez disparu, qu'on sache aussi que voilà, M. Kabongo a existé.
Marie-Josée a existé. Divine, il y a beaucoup de divines dans cette salle. Les multiples divines ont réussi, ont existé. N'est-ce pas divine? Sharon, c'est Sharon, oui. Mais j'ai vu divine quelque part. Elle n'est pas venue. Il y a plusieurs divines ici. Tu connais aussi notre divine que je connais, non? Voilà. Bon. Chers amis, la peur. Je vais vous montrer. Quand on parle de la peur, c'est ce qui tue même les rêves. Vous avez votre vision. Mais on dit la peur tue la vision. La peur tue les rêves. Quand vous avez donc votre rêve, il faut absolument quitter la zone de confort. Beaucoup de gens d'entre vous ici préfèrent mourir dans la zone de confort. Oh, mais vous savez, moi, ça suffit déjà. Ma mère fonctionne, elle travaille, mon père travaille, j'ai déjà... Bon, ça me suffit. La zone de confort. Dieu a besoin à ce que vous soyez plus utile à la société. Que vous fassiez mieux que ce que vous avez, que vos parents ont fait. Mon père était tireur de vin de Pâques. Est-ce que vraiment, si je voulais être comme lui, je serais avec vous aujourd'hui, tireur de vin de Pâques? Ma mère, elle est encore vivante, je l'aime bien, elle ne sait ni lire ni écrire. Est-ce que je serais venu vous enseigner ici? Non. Si je voulais être comme ma mère, qui ne sait ni lire ni écrire, mais elle est très gentille. Oui. Quittez votre zone de confort, chers amis. Votre père, il est licencié, même s'il est docteur. Mais vous avez dit, moi je vais être docteur plus. Vous pouvez toujours faire quelque chose. Vous ne devez pas vous limiter, chers amis. Tous ceux qui sont en train de faire des merveilles dans ce monde n'ont pas de cerveau. Il n'y a aucune étude scientifique qui avait dit que les cerveaux, si c'était le cas, les Blancs l'auraient déjà dit. Il n'y a aucune étude qui dit qu'il y a un cerveau qui est faiblement constitué et qui appartient au noir. Non, c'est faux et argent. Tous les cerveaux sont identiques. Mais c'est la façon maintenant de les exploiter. Donc, vous devez comprendre que vous devez quitter votre zone de confort pour aller dans la zone de grandeur. Les leaders doivent être grands. Les leaders doivent être grands. Même si vous venez de Pagadjouma, vous pouvez devenir grand. Madame la ministre, c'est pas ça? Voilà. Donc, il faut quitter la zone de confort pour aller vers la zone, évidemment, vous devez passer par la zone de peur et la zone d'apprentissage pour régler les problèmes, acquérir de nouvelles compétences, agrandir. Ici, la zone qui vous permet d'agrandir la confiance en soi, d'affecter les opinions des autres pour atteindre la zone de grandeur. L'histoire, chers amis, retenez, l'histoire ne retient que les noms des gens qui ont atteint cette zone-là. Les gens qui ont travaillé pour le progrès de l'humanité. Les gens qui ont travaillé pour le progrès de... Si vous voulez devenir grand, sachez que tout ce que vous devez faire doit profiter à la majorité. C'est ça la vérité. Vous pouvez tout faire. Vous mettez votre nom, cette avenue, c'est avenue divine et tout ça. Les gens verront divine, mais ne verront pas. Mais si vous avez fait quelque chose, ah, ils vont dire, ah, c'est divine, ah oui, justement, divine, ah oui, vous savez. Et les gens vont commencer à parler de vous. Donc, il faut absolument comprendre qu'il faut quitter cette zone qui est la zone rouge. Smiley Blinken disait, la peur est la plus subtile et destructrice de toutes les maladies qui existent sur Terre. Chers amis, vous savez que vous avez une maladie en vous qui est subtile, c'est-à-dire qui vous caresse, qui vous fait croire que vous êtes suffisant, vous êtes bien, vous êtes extraordinaire, et qui vous fait peur. Blinken, c'est la maladie la plus subtile, mais la plus destructrice. La peur. Si vous voulez devenir grand, vous voulez devenir
leader, travailler pour tuer la peur. Les Brown disait la peur tire les rêves et l'espoir. Donc, si vous n'arrivez pas à chasser la peur, écoutez, vous ne saurez jamais réaliser votre rêve. Vous ne saurez jamais réaliser votre vision. La peur de l'inconnu. Les gens ont toujours peur de l'inconnu. Mais vous devez savoir que si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, avec des habits, des ordinateurs, des micros, c'est parce qu'il y a des gens qui ont voulu affronter l'inconnu, n'est-ce pas? Vous devez aussi avoir le temps de vous poser ce type de questions. C'est lui qui a inventé les micros que nous utilisons, l'écran, tout ça. Mais parce que ça n'existe pas. C'était l'inconnu. Et la personne a voulu essayer. Il s'est lancé dans le vide. Tous les leaders doivent savoir faire un saut dans l'inconnu. C'est là dans l'inconnu qu'il va voir les choses que nous ne voyons pas. Voilà la vision. Quand les deux frères américains ont voulu créer l'avion, ils ont dit, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas moyen que les gens aillent plus vite? Il n'y a pas un moyen pour que quelqu'un monte, il vole comme l'oiseau. Ils ont essayé. Un saut dans le vide. Un saut dans l'inconnu. Et il y a des gens qui sont morts. C'est parce que quand vous lisez l'histoire des avions, il y a des gens qui sont morts. Ils montent avec l'avion et puis les petits avions tombent, bon, ils meurent. Mais les gens ont dit, nous allons continuer. Donc il faut absolument que vous ayez la maîtrise de cette peur. Qui, vous savez, quand vous voulez vous jeter dans l'inconnu, vous prenez les risques, la peur du risque aussi. Un leader doit maîtriser la peur du risque parce que de l'histoire des leaders, chers camarades étudiants, les futurs leaders, vous devez savoir que aucun leader n'a pas pris de risques. Aucun. Tous les leaders prennent les risques. Donc les risques, ça fait partie. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas un boulevard. C'est dans les sentiers, vous pouvez trouver et des serpents, et des crocodiles, et tout est là-dedans. La peur du risque. Aucune réalisation excellente, exceptionnelle n'a été concrétisée sans avoir pris les risques. La peur des obstacles. Les gens ne veulent pas les obstacles. Vous connaissez l'histoire, comment certaines personnes, pour se moquer du sous-développement, ils prennent des images pour dire il y a un blanc et il y a un noir qui était en train de faire un voyage et sur la route, un arbre est tombé. Et le noir a dit non, mon véhicule ne peut pas passer ici, moi je rentre. Je vais expliquer pour dire je ne suis pas arrivé à destination parce que j'ai trouvé un arbre. Il est rentré, il est resté dans le sous-développement. Le blanc, lui, a cherché comment couper l'arbre et continuer. Les obstacles. Vous devez savoir affronter les obstacles et les surmonter. C'est ça les qualités des leaders. Les obstacles, même s'ils vous sont tendus par vos adversaires, souvent ce sont les gens. Il y a même des parents qui disent, mais moi, c'est moi ton père, je te dis que ça tu ne peux pas faire. Dans notre famille, il n'y a jamais quelqu'un qui a fait comme vous. Laissez ça. Vous n'avez jamais entendu parler de ces parents-là? Hein? Tantôt, c'est votre mère, elle dit non. Vous voulez devenir non. Cherchez un mari, restez là. Moi, votre mère, j'ai réussi bien, non? Hein? Vous ne mangez pas. Les obstacles peuvent être même dans votre propre famille. Et souvent, les parents ne les font pas parce qu'ils ne veulent pas grandir, mais ils veulent vous laisser dans une zone de confort.
Mais vous, qui avez décidé d'être leader, vous devez comprendre que les adversaires, les ennemis, parfois c'est parmi vos amis. Un ami vous voit que non, vous avez un potentiel, vous êtes en train de prendre la bonne. Attention, moi je vous aime beaucoup, je préfère vous voir vivant. Ça ne va pas, vous allez mourir. En réalité, il ne veut pas que vous puissiez progresser. En réalité, vous ne voulez pas. Il ne veut pas que vous puissiez progresser. Donc, faites attention. Quand vous voulez réussir, sachez que c'est une décision seule. En réalité, vous êtes unique sur cette terre. Vous n'allez pas vous référer à des amis, à des frères. Vous vous référez à vous-même. Nous avons dit qu'il faut savoir parler soi-même, n'est-ce pas? Et à soi-même. Alors, la peur des critiques négatives. Mais vous savez, les gens, non, on va me critiquer. Mais non, même si on vous critique. Combien de fois on m'a critiqué, moi, contre la cravate rouge? J'ai dit, je m'en fous. Ça ne me regarde pas. Le plus important, je sais pourquoi j'ai porté la cravate rouge. Qu'on dise que c'est une cravate de sorcellerie, j'accepte. Des maïkari, j'accepte. Des francs-maçons, j'accepte. Mais ces mêmes gens-là, quand ils ont besoin de trouver les problèmes, ils viennent voir la cravate rouge. C'est le plus. Chers amis, quand les gens vous critiquent, on dit les chiens aboient la caravane. Quand vous avez votre radar, votre vision, vos objectifs, les gens partent dans un comme dans un autre, vous allez. N'ayez pas peur des critiques négatives. Plutôt les capitaliser. Vous les capitalisez. Il ne faut pas tomber dans le piège de ceux qui critiquent. Non. Vous voulez atteindre vos objectifs, être comme quelqu'un qui est comptabilisé, comme les contributeurs, vous devez savoir faire fi aux critiques négatives. Surtout quand vous avez votre radar fixé. Les meilleurs pilotes, quand ils sont dans la zone de tempête, ils ne parlent à personne. Parce qu'il sait qu'il est dans une zone critique. Donc vous devez maintenir le cap. La peur de mourir, mes chers amis. La peur de mourir. Beaucoup de gens ici ne veulent pas mourir. Oh, mais vous savez, vous allez mourir. Et vous allez laisser vraiment cette belle voiture ici. Il ne faut pas faire ça. La peur de mourir. Si vous voulez être leader, sachez que vous devez aussi rompre cette peur de mourir. Je sais que c'était une question sensible. Je vois tout le monde s'était. Mais la mort, vous n'avez jamais vu des gens, ils sont dans leur maison en train de dormir et il y a un véhicule qui vient cogner la personne morte. Vous n'avez jamais vu ça? Oui. Moi, je suivais à la télévision les images. On a montré en Côte d'Ivoire un mur qui est tombé sur la parcelle voisine. Et la personne est morte, était dans la parcelle voisine. Ça s'est fait ici, aussi à la zone de Kassabou, quand il était encore Premier ministre. Quelqu'un construisait sa maison, et pendant la pluie, les murs sont tombés sur la parcelle voisine et les personnes sont mortes. Quand vous avez votre projet, vous avez une vision. Écoutez, s'il faut mourir, mourrez. Ah, vous n'êtes pas convaincu. Ah bon? Ça, vous n'acceptez pas? Mais alors, s'il n'y avait pas des gens qui ont aussi accepté de mourir, mais il n'y aurait personne qui soit arrivé à la Lune, il n'y aura pas de satellites, parce que vous savez que tous ces satellites-là, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui font une année là, dans l'air? Vous n'avez jamais entendu parler? Il y a des gens qui passent une année. Mais ils sont dans une capsule, il n'y a rien en fait. Toute une vie pendant plus d'une année, vous pouvez vous imaginer quelqu'un dans une capsule. Mais ce qu'ils font là est utile à nous qui sommes ici. Parce que quand vous avez votre téléphone là, tout ça, mais tout ça, ça dépend des satellites, n'est-ce pas?
Mais il faut qu'il y ait des gens qui aient pris des risques. Et vous savez qu'il y a des gens qui sont morts. Vous devez savoir aussi prendre le risque de mourir. Il ne faut pas dire que je ne vous ai pas dit. Non, mais le professeur Matata ne nous avait pas dit ça. Mandela l'a dit. C'était un des grands leaders au monde. Si vous voulez avoir des références, Mandela l'a dit. J'ai pris cette décision de combattre contre l'apartheid et je suis prêt à mourir pour cette cause. Il l'a dit. Il n'en est pas mort. Martin Luther King l'a dit aussi. Il en est mort. Lumumba l'a dit aussi. Il en est mort, n'est-ce pas? Mosé Laurent Désiré Kabila aussi en est mort aussi. Voilà. Donc, vous devez savoir, un leader, quand il meurt, en réalité, il ne meurt pas. Parce que son esprit demeure. Si nous parlons de Lumumba aujourd'hui, personne d'entre nous ici n'est né avant Lumumba. Parce qu'il n'est pas mort, son esprit est resté. Voilà. Donc, vous devez comprendre, chers amis, que les obstacles, les challenges c'est mieux, constituent un volet important de leadership. Nous sommes en train d'atterrir il nous reste 2 minutes pour terminer les 30 minutes. Vous êtes là des leaders. Sachez que les challenges auxquels vous devez faire face sont liés au changement. John Maxwell disait, le leadership, c'est comme une montée de montagne permanente. Vous montez la montagne. Montez la montagne. Vous devez faire face aux risques multiples, au risque de la mort, que vous ne voulez pas entendre. Mais c'est un risque qui est lié aussi aux qualités des leaders. Ceci est très important. Une fois que nous avons examiné tous ces grands challenges, demain nous allons voir quelles sont les valeurs qu'il faudra qu'un leader puisse disposer pour faire face à ces challenges, à ces obstacles. Parce que Dieu a tout donné, et les obstacles et les solutions. Ok? Voilà, merci. J'ai consommé mes 29 minutes, Patrick. Ce n'est même pas 30, je vous donne un bonus d'1 minute. Merci beaucoup, professeur. On va procéder à la première série de questions. Et je vais insister à ce qu'il n'y ait pas de commentaires. Donc, vous posez, allez droit au but. Ne commentez pas. Posez votre question. Une seule question, pas 3. Parce que quand vous posez plus d'une question, vous privez à un autre individu de pouvoir poser sa question. Alors, on va prendre 5 personnes. Donc, on prend ici, on prend Grâce. On va prendre Jojo. Donc, on commence ici. Vous vous présentez, vous déclinez un peu votre identité. Si vous êtes étudiant, vous donnez votre faculté, option. Si vous n'êtes plus étudiant, vous donnez votre... Bonjour à tous, je me présente, je suis l'étudiant Mouyalunda Grace, L2 Ecomat, étudiant à l'UPC. Alors je pose une question, professeur, ça se réfère aussi à la séance passée. Je vais savoir, professeur, puisque vous parlez souvent de la malédiction du leadership, et ici dans cette salle, nous avons des présidents honoraires, des présidents, des étudiants, et vous qui êtes professeur, en même temps sénateur aussi, vous tous avez étudié dans l'ancien régime. Et aujourd'hui, quand je parle d'ancien régime ou système, c'est-à-dire avant le système LMD. Et aujourd'hui, on vise à instaurer, on veut, d'ailleurs même c'est déjà opérationnel, instaurer le système LMD. Alors nous, qui sommes encore étudiants, nous sommes dans cette malédiction. Selon vos propos, nous sommes dans cette malédiction, nous vivons, nous subissons les conséquences de cette malédiction du leadership. Parce que l'ancien système ou l'ancien régime a démontré ses limites. Et ces limites sont des manières conséquentes. Et ces limites sont très considérables.
pour faire en sorte qu'il y ait changement des systèmes pour que nous puissions adopter le système LMD. Alors professeur, ma question est de savoir, est-ce que le système LMD est une solution sur le plan éducatif, dans le domaine de l'éducation, au problème de la malédiction du leadership? Est-ce que le LMD résout ce problème-là sur le plan éducatif? Et une deuxième question, s'il vous plaît, professeur. Alors, professeur, je vais comprendre ce concept, ce couple mentalité de leadership et capacité de leadership. Merci. Donnez le micro à Grace. Il y a un micro là. Merci pour la parole. Je me nomme Grace Bagula, juriste de formation et activiste sociale. Alors, professeur, j'ai plus ou moins plusieurs questions, mais je les ai résumées en 3. La première se base sur part de votre croquis, le croquis de la zone de confort que vous avez exposé tout à l'heure. Alors, j'ai cru voir qu'il était mentionné zone de grandeur, zone de confort et en sortir. Alors, j'aimerais savoir, je suis un peu confuse. Vous nous demandez de sortir de la zone de confort. Devons-nous sortir extérieurement, totalement, afin de se challenger, ou devons-nous y rester et agrandir par rapport à agrandir cette zone, justement en se lançant des défis et et en se basant sur des nouvelles expériences, des nouvelles compétences? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, vous avez parlé de peur, de comment, voilà, je vais savoir comment se défaire ou bien se délier de la peur. Vous avez dit qu'un leader, c'est celui qui ne craint pas, c'est celui qui brave les obstacles. Mais je vais parler pas de la peur qui survient par rapport à des circonstances. Vous avez donné plusieurs exemples. Vous avez notamment dit que s'il y avait des spécialistes nucléaires qui n'allaient pas dans la Lune, comment on allait découvrir le monde, ou comment on aurait une stabilité de satellite. Moi, je me dis, au fait, il y a de ces peurs naturelles. Donc, en tant qu'être humain, je me dis, je veux oser faire quelque chose, mais je suis bravée par une peur intérieure, une sorte de phobie. Quels sont les éléments, en tant que professeur, quels sont les éléments que vous pouvez nous donner ou orienter pour guérir de cette maladie? Et ma troisième et dernière question. C'est une question. Merci. Je suis Jojo Mbayo, économiste. Professeur, je voudrais savoir, par rapport à votre parcours de leader, parlez-nous un peu de la fois où vous vous êtes relevé après un obstacle. Un exemple. Fidéline. Allez-y. Oui, allez-y. Fidéline. Fidéline, allez-y. Affronter les changements et avancer. C'est par rapport à cela que déduit ma préoccupation. Il y a un auteur qui dit: le mauvais souvenir produit la peur, et la peur nous met en quelque sorte une entrave pour développer l'estime en soi, pour évoluer. Et j'aimerais savoir quelles sont les premières lignes à prendre pour se relever lorsqu'on a émotionnellement, mentalement, des mauvais souvenirs qui nous hantent, se servant comme un obstacle pour essayer d'évoluer. Caleb Tchombe, L2 FBA. Caleb Tchombe, L2 FBA. Ma question est celle de savoir, en ayant participé à cet atelier, j'ai compris les caractères complexes du leadership à travers toutes ces notions. Je me demande qu'il serait obligatoire de participer à une formation pour comprendre ce que c'est le leadership, ou on peut naître sans participer à une formation et devenir leader. Les 5 questions sont posées. On va passer le micro au professeur pour vérifier avec les réponses.
Bien, merci Patrick. Gracia Lunda parle de malédiction du leadership. Il me cite moi-même et Kevin que je vois ici. Ben voilà. Est-ce que nous sommes en mesure de dire que le système LMD est un système qui a échoué et qui fait donc partie de la malédiction du leadership? Est-ce que l'MLD c'est une solution? Et ben voilà. Bon, je pense que nous devons, nous, Congolais, et d'une manière générale, nous qui faisons partie des pays en développement, laisser de croire que lorsque quelque chose ne va pas, c'est que absolument cette chose est mauvaise. Parce que parfois, c'est nous-mêmes qui sommes, comme je l'ai dit, la malédiction de leadership. Si un véhicule ne fonctionne pas bien, on ne peut pas nécessairement condamner le véhicule, il faut aussi vérifier si le chauffeur est un bon conducteur. Vous comprenez, cher ami Lunda? Parce que c'est ça la problématique. Et c'est ça la maladie des réformes. Vous faites autant de réformes et il n'y a aucune réforme qui réussit. Mais la question qu'on peut se poser, est-ce qu'ailleurs, là où l'exemple 1 ou le modèle 1 que vous avez réformé 10 fois, il fonctionne, est-ce qu'il ne produit pas des résultats positifs? Je ne dis pas que le système LMD est mauvais. Dans tous les cas, tout programme d'enseignement, tout programme d'éducation, à un certain moment, il a besoin d'être adapté. Ça fait partie aussi des leadership. Parce que le leadership, c'est les processus de changement perpétuel. Mais en visant toujours les meilleures qualités, n'est-ce pas? C'est ça la problématique. Donc, notre enseignement ne souffre pas uniquement du programme tel qu'il existe aujourd'hui, mais il souffre aussi d'autres mots que vous connaissez. La qualité elle-même des enseignements. Je suis professeur d'université, je peux vous dire ce dont je parle. Et ce n'est pas seulement une question de l'université protestante, c'est de l'ensemble. Vous avez vu parfois un licencié qui sort d'une université n'est pas à mesure de rédiger une lettre en français. C'est une vérité. Est-ce que ça c'est le système LMD qui va changer, qui va apporter la réponse à ça? Quand pendant 5 ans vous n'êtes pas à mesure de connaître Milton Friedman, vous n'êtes pas à mesure de connaître John Maynard Keynes, qu'est-ce que le MLD va amener? Surménage. Bon, voilà, Kevin vous a donné la réponse. Donc, je pense, cher ami Gracia Lunda, je crois que nous ne pouvons pas remettre en cause les LMD parce que c'est un système qui est fonctionnel ailleurs et qui produit des effets positifs. Mais les systèmes, les nôtres ici, ils produisent aussi des effets positifs ailleurs. C'est un système belge que nous avons ici. Mais ce système continue à fonctionner là-bas. Il y a les contenants et il y a les contenus. Le plus important, c'est les contenus. C'est compris? La capacité de leadership, quelle est la différence entre la capacité de leadership et la mentalité de leadership? La mentalité, c'est deux choses différentes. Nous avons, quand vous parlez de la mentalité, vous vous référez à l'attitude. Les amis qui suivront les modèles longue durée que nous allons réaliser ici, dans le cadre de l'école de leadership, vous savez qu'il y a aussi une formation diplômante. Après 6 mois, vous pouvez avoir votre master en leadership. Là, nous allons aussi étudier un sujet important, l'attitude d'un leader. Quelle est l'attitude d'un leader? Et ça va de pair avec la question de dire, que faut-il faire pour ne pas avoir peur? N'est-ce pas, mademoiselle? L'attitude d'un leader. Vous avez déjà vu l'attitude qu'a un lion quand il veut attraper un gibier? Vous avez déjà vu son attitude? Ouais.
vous voyez un lion, il est petit, vous voyez un éléphant, mais il a l'attitude, le lion a l'attitude de dire, l'éléphant ici, qu'il soit grand, mais c'est de la nourriture pour moi. Il dit, c'est un repas. L'attitude. Donc là, cher ami Gracia Lunda, l'attitude est différente de la capacité. Vous pouvez avoir les capacités, mais vous n'avez pas l'attitude. Vous avez une attitude négative. Vous êtes capable de sauter un mur, mais vous êtes emprisonné par l'attitude. Vous ne pouvez pas sauter. Et du coup, vous ne sautez pas. Si vous avez des mentalités négatives, ces mentalités peuvent réduire malheureusement vos capacités. Vous avez le potentiel, mais il faut une attitude positive, des mentalités positives. Gracia Bagula. Zone de confort. Comment sortir de la zone de confort? Bon, mais justement, vous ne pouvez pas être dans la zone de grandeur et rester dans la zone de confort. Voilà pourquoi j'ai mis la flèche. C'est une flèche dynamique. Dans la zone de confort, c'est là où vous trouvez beaucoup de gens. Ah non, mais vous savez, nous, on ne peut pas faire ces activités-là parce que, bon, il y a beaucoup de difficultés. Vous vous emprisonnez dans une zone de confort et vous voulez vous justifier. Parce que les autres qui entreprennent, mais ils sont comme vous. Vous ne pouvez pas dire qu'un Libanais a pris des atouts que vous, Congolais. Lui, le Libanais, il vient, d'abord même la langue, il ne connaît pas, mais il fait des exploits. L'Indo-Pakistanais vient, il fait des exploits, et vous, vous dites que l'environnement n'est pas favorable. Mais est-ce que lui, il a créé l'environnement? Vous devez quitter de la zone de confort. Donc, une zone de confort, mademoiselle, elle est différente de la zone de grandeur. Cette zone de grandeur vous permet déjà de traverser la zone de peur et la zone d'apprentissage. C'est pour ça que nous sommes avec vous ici. Pour vous permettre d'avoir des outils de quitter cette zone de confort. Et puis, il ne faut pas croire seulement que pour quitter cette zone de confort, il faut avoir terminé l'université. Steve Jobs, quand il a commencé, mais Steve Jobs a arrêté les études. Je ne vous demande pas d'arrêter les études en première année. Mais je vous donne l'exemple. Il a été appelé par sa vision, par ses atouts, par ses convictions et son génie. Aujourd'hui, c'est un homme qui est parlé dans le monde entier. Comment c'est de faire de la peur si on a une peur naturelle? Grâce à Dieu, tout le monde a une peur naturelle. Qui n'a pas peur ici? Qui n'a jamais eu peur ici? La phobie. Moi, j'ai fait un crash d'avion. À 99,99%, je devais mourir. Parce que l'avion devait brûler. Mais moi, je n'ai jamais rêvé un avion qui crache. Gracia, il faut se décider. Vous êtes ce que vous voulez être. C'est dans la Bible. Si vous ne voulez pas rêver un accident, vous ne rêverez jamais un accident. Les rêves que vous faites, les phobies, la peur, c'est vous-même qui vous construisez ça. Et puis après, vous rêvez. C'est très important, mademoiselle Gracia Bagula. C'est pour ça qu'il y a 1% déjà. Comment vous ne pouvez pas vous poser la question, pourquoi 1% de la population? C'est-à-dire, il y a des gens qui se décident de ne pas avoir peur. Et si vous n'avez pas peur, vous n'aurez pas peur. Je vais vous donner l'histoire de Les Brown, qui est un grand conférencier sur le leadership. Si vous entrez dans l'Internet, vous allez le voir. Les Brown. Quand il a commencé, grâce à Bagula, il avait la phobie, pour utiliser votre thème, il a dit, j'ai la phobie de parler. Il est né dans une famille pauvre et il a passé 3 ans dans un véhicule, en train de dormir dans un véhicule.
son mentor lui a dit un jour, écoutez, monsieur, ne dites plus ça, parce que lui, il est allé pour dire qu'il veut être conférencier. Alors, le mentor lui dit, bon, écoutez, prenez le courage, il faut commencer à parler en anglais. Il a dit, non, moi, je ne peux pas faire ça, parce qu'il dit, pourquoi? Il dit, je n'ai pas fait des études secondaires. Son mentor lui a dit, à partir d'aujourd'hui, Les Brown, ne dites plus ça, parce que ce que vous dites, c'est ce qui vous arrive. Il est devenu un grand conférencier. Quelqu'un qui dormait dans un véhicule, il est aujourd'hui milliardaire. Donc, c'est vous qui décidez. La paix, elle est construite par nous-mêmes. Et il faut lire là-dessus, parce que vous avez dit quels sont les éléments. Lisez. S'il y a un secret, grâce à Bagoula, que je ne peux pas vous cacher, c'est de lire. Lisez. Prenez le temps de lire, chers amis. Tout est là-dedans. Jojo Mbayo, parcours de Matata. Est-ce que vous êtes tombé et vous vous êtes relevé? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est tombé et qui ne s'est jamais relevé? Moi, je suis tombé aussi, plusieurs fois. Mais je suis toujours là. C'est ça aussi le leadership. Vous devez savoir tomber et vous relever. Échouer et toujours vous relever. Le parcours d'un leader est jonché d'obstacles. C'est la comptabilité des échecs et des réussites. Donc, il faut absolument, je vais vous donner un exemple. Vous savez que j'ai été traduit en justice pour des procès montés de toutes pièces, tout simplement parce que, bon, on voulait effectivement que je puisse me décourager, que je puisse tomber. Mais je suis debout, n'est-ce pas? Les exemples sont là. Ça, c'est l'exemple le plus récent. Quand on m'a traduit en justice, j'étais en Guinée. En fait, je conseillais avant ces fameux procès rocambolesques 3 présidents de la République, et quand on m'a traduit en justice, j'étais en Guinée. Beaucoup de gens m'ont dit, Monsieur Matata, ne venez pas, on va vous mettre en prison. J'ai dit, je vais rentrer. Mais on va vous mettre en prison. J'ai dit, je vais rentrer. Je ne me reproche rien. Je n'ai pas pris $1 et donc je ne peux pas, en tant qu'une personne convaincue, je vais rentrer. La Cour constitutionnelle a produit son arrêt et m'a dédouané. Jojo, j'espère que vous avez compris le courage. Si vous êtes leader et que vous n'avez pas peur d'entrer en prison, alors là, il faut être leader. Vous devez savoir affronter les obstacles. Fidéline, affronter les changements et avancer. Est-ce que la peur, les mauvais souvenirs ne peuvent pas bloquer quelqu'un? Tout le monde peut avoir des mauvais souvenirs. Et c'est même là la vie, les hauts et les bas. Mais un leader doit toujours se référer aux bons souvenirs, n'est-ce pas? Les mauvais souvenirs, vous les jetez dans la poubelle de l'histoire. Il ne faut pas que ça vienne étouffer vos projets. Le leadership, c'est tourner toujours vers le futur. Les échecs du passé constituent le fumier, la boîte à outils, pour que vous ne puissiez pas répéter les mêmes erreurs. Tchombe, le caractère complexe du leadership. Est-ce qu'on peut naître sans participer à une formation et devenir leader? Non, mon cher ami, c'est pour ça que vous êtes là. Tout le monde naît leader, mais tout le monde ne devient pas leader. Vous avez besoin
des mentors, vous avez besoin de rôle modèles. C'est pour ça que vous êtes là. Quand vous arrivez à la primature, dans mon bureau, j'avais mis les photos de Lumumba, par exemple. Si vous regardez très bien jusqu'à aujourd'hui, dans le bureau du Premier ministre, vous allez voir qu'il y a une photo de Lumumba. Si vous regardez dans la salle du conseil où le Premier ministre Samalou Konde rencontre des personnes, vous allez voir quelque part le buste de Kasavubu. Il y a un buste de Kasavubu qui est là. Si vous regardez dans la salle de Troïka stratégique, j'avais mis certaines photographies de ce qu'on a considéré comme certains premiers ministres de référence. Vous trouvez Tshisekedi Wamulumba qui est là, vous trouvez Kengo Adondo qui est là, et vous trouvez Lumumba aussi. C'est pour permettre aux jeunes gens qui venaient chaque vendredi à la primature, et on les faisait visiter la primature. Et il y a des jeunes gens qui ont dit, après mon passage à la primature, je deviendrai Premier ministre. Les rôles modèles, les références. Il faut un mentor, cher ami, il faut un mentor. Le verbe mentor existe en anglais, to mentor, to mentoring. Donc, le cours peut ne pas se faire seulement matériellement comme ça peut aussi se faire par Internet, ça peut aussi se faire en lisant les livres. Vous pouvez vous former vous-même. Tous ces grands que nous citons ici, les Maelstrom, Moreau, les John Maxwell, les Brown, tous ces gens ont écrit autant. Bon, c'est en anglais, mais l'anglais ce n'est pas un obstacle pour un leader. Ok? Merci. Voilà, il reste, je crois, 7 minutes. 7 à 6 minutes, donc on va prendre 3 dernières questions. Pour permettre au prof de répondre encore le président honoraire, l'ancien président Kébri. On va prendre Encore. Ça s'appelle bonus. Et je crois, là, tu as déjà posé la question, et je crois, Merci beaucoup, professeur, pour le temps ouvert. J'ai juste une question. Oui, Kevin. Il y a souvent des proverbes ou de mots que nous voyons. On dit souvent que les temps durs créent des hommes forts et des hommes forts créent des hommes faibles lorsqu'ils arrivent à ces temps-là. Moi, je me pose la question, est-ce que c'est ça le problème du leadership? Parce que vous nous avez dit que nous ne devons pas avoir peur des obstacles, nous devons les affronter. Or, lorsque nous affrontons ces obstacles, nous quittons la zone de confort vers la zone de grandeur. Nous allons atteindre notre point culminant. Et à ces moments-là, qu'est-ce que nous devons faire? Devions-nous accompagner les autres sur le même chemin ou voilà, on s'est dit, voilà, nous sommes arrivés et nous ne devons pas faire subir les autres la même chose, nous devons les aider. Là, c'est ce qui me trouble parfois. Mais aussi, parce que c'est comme une sous-question, lorsque vous étiez devenu Premier ministre, quelle était votre peur, l'obstacle que vous avez rencontré dans le système? Parce qu'on dit souvent, pour dérégler un système, vous devez faire partie du système. Donc, je me dis que vous êtes associé au système pour les déboulonner, on peut le dire comme ça, ou vous avez pris des mesures très strictes. Merci. Merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est Christian Essaki, étudiant en dernière année d'informatique. Monsieur Matata, tout au long de votre passage à la primature, vous nous avez enseigné qu'il faut collaborer avec des personnes de qualité. Avec vous, ce que nous avions retenu, c'est la qualité et non la quantité. Vous aviez travaillé, si je ne me trompe pas, avec pas moins de 40 ministres. Alors, quelle a été votre vision en travaillant avec 40 ministres? Parce qu'en ce moment, nous voyons qu'il y a plus de 60 ministres. Et de ces faits, je voulais profiter, étant donné que je suis dans le secteur numérique, comment ça s'est fait que pendant vos 4 années dans la primature, les secteurs du numérique n'évoluent pas? Aujourd'hui, nous avons le ministère du numérique, mais nous avons aussi le ministère
identiques. Et j'aimerais un peu savoir quelles sont les attributions des uns et des autres. Et comment vous avez eu à avoir la vision du numérique à votre époque. Merci beaucoup. Bonjour professeur, je réponds au nom de Mujeka Ivan, étudiant en L2 FPA et économie. La question est celle-ci, je vous ai suivi religieusement, vous avez exposé les deux catégories des challenges inhérentes au leadership. Et donc, selon ma petite compréhension, j'ai compris que ces deux catégories sont rapportées à des personnes aspirant leaders, à des personnes qui aspirent à devenir des leaders. Ma question est celle-ci, quel est le plus gros challenge pour un leader déjà? Serait-ce un autre leader? Pour un leader qui existe déjà. Voilà, pour quelqu'un qui est déjà leader. Quel serait pour lui le plus grand challenge à surmonter? Et j'avais une petite réponse. Je pense que son obstacle naturel serait un autre leader, mais j'aimerais avoir votre expertise sur la question. Maurice, la dernière question. Ma question est celle de savoir quel est le plus grand challenge pour un leader déjà. Oui, tout à fait. Et je supposais que ça devrait être un autre leader, mais j'aimerais avoir votre expertise. Ah, ok. Bien. Et il y a une dernière question? Voilà. Dernière question alors. Comme ça, on termine. Merci beaucoup. David Moudimbi, licencié en économie. Ma question est de savoir, professeur, je vous ai suivi quand vous avez parlé, vous avez donné l'exemple du Singapour par rapport à comment il y a eu évolution. Alors, avec mon mémoire, j'ai quand même un peu étudié le Singapour. Oui. Et je vais y avoir que le président Lee avait quand même des décisions assez, enfin, disons qu'il était un peu dictateur pour élever le niveau de sa population. Oui. Alors, ma question est de savoir, c'est vrai qu'on est en train de parler du leadership. Et on se rend compte peut-être dans une organisation, il y a des gens qui ont vraiment ce leadership, mais ils n'arrivent pas à l'imposer. Pensez-vous que pour la RDC, il faudrait quand même appliquer la dictature dans certaines choses pour quand même voir le changement? Merci. Mais c'est très bien, Divine, une très bonne question. Ah, voilà, il y a dans la bibliothèque ici, nous avons le livre de M. Lee Kuan Yew, qui est l'homme miracle de Singapour, parce que avant qu'il ne devienne le patron de Singapour, à Singapour c'était comme la RDC. Et après, la RDC est devenue très loin. Et est restée très loin. Ben voilà, alors, et Kevin voulait savoir, il dit, les temps durs créent des hommes forts. Est-ce que ce sera le processus pour les autres qui sont devenus leaders et qui sont dans la zone de profondeur, s'ils doivent laisser les autres passer par la même zone, le même processus, c'est ça? Bon, écoutez, un leader doit absolument passer par toutes ces étapes. On ne décrète pas quelqu'un leader. Si vous lisez l'histoire de tous les grands leaders, cher ami Kevin, c'est ces chemins-là. On appelle chemin des combattants. Vous ne pouvez pas être un leader sans avoir traversé les zones de peur, les zones d'apprentissage. Mandela a fait près de 25 ans, 27 ans en prison. Ce sont des étapes d'apprentissage, où vous bravez la peur. Vous êtes emprisonné, vous êtes retenu. Et les grands leaders passent des moments de preuve. Dans la Bible aussi, il est dit aussi que Dieu éprouve pour préparer ses enfants. Est-ce que vous avez déjà vu le processus de production du diamant? Vous connaissez le processus de production du diamant? Ça passe par une preuve à haute température. Le diamant lui-même dans l'état brut, parfois, vous ne pouvez pas bien le percevoir. Ou bien l'or, dans son état brut, ce n'est pas ce qu'on vous montre. Bon, on voit que c'est... Mais
pour que ça sorte de l'or ou des diamants, il y a un système de production à haute pression. L'épreuve. Vous ne pouvez pas être leader sans passer par le chemin de preuve. Donc, il faut savoir affronter la peur. Moi, j'étais Premier ministre. J'ai affronté aussi la peur, Kevin. Je vous ai expliqué ici quand nous avons mis en route le système de paiement bancaire. Certains militaires qui étaient des bénéficiaires, en tout cas, on menaçait le Premier ministre de mort. Quand on vous menace de mort, vous ne pouvez pas avoir peur. Mais est-ce que la peur a gagné? Non. Parce que la réforme a été appliquée. Vous savez, il y a même des gens, et ça c'est pour rire, qui sont allés rencontrer le président pour lui dire, mais cette histoire de réforme que M. Matat est en train de faire ici, ça peut nous conduire très loin. Une fois, c'est moi qui ai mis la TVA. La TVA, ça consistait donc à sortir la RDC d'un système de gestion, de taxation caduque à un système modernisé. C'était en décembre 2011. Et en janvier 2012, les prix ont augmenté en un seul mois de près de 3%. En février 2012, les prix ont aussi augmenté. Et certains conseillers du président sont allés dire au président Kabila, il ne faut pas suivre M. Matat. Il peut y avoir une révolte ici, et nous allons nous retrouver à Brazzaville. Voyez-vous? Mais la réforme a eu lieu, et elle a permis de presque doubler les recettes fiscales à cette époque. Donc, c'est pour vous dire, Kevin, c'est des chemins obligés. Vous n'avez pas d'autre choix si vous voulez faire avancer l'agenda, tant au niveau privé qu'au niveau public. Et Saki Christian, il faut collaborer avec les hommes de qualité. Mon cher ami, l'art de diriger, c'est l'art de se faire entourer par des hommes compétents. Voilà la définition universelle. Si vous voulez réussir, vous êtes le chef, entourez-vous par des hommes qui sont intelligents. C'est ça la définition universelle. Elle est brève. Quand moi j'étais Premier ministre, ma seule tribu, c'était la compétence. À la primature, il y avait très peu de gens de ma province. Il y avait des gens brillants. Mon directeur de cabinet était de Sud-Oubank. Vous connaissez le professeur Ngonga. Il était le directeur de cabinet chargé des questions économiques. Je crois qu'il est du Congo central. Mais brillant. La vraie tribu, c'est la brillance. Mais vous avez commis une erreur. Nous, on n'était pas 49, mais on était 36. C'est l'équipe la plus réduite depuis près de 10 ans. On était 36 000. On l'appelait l'équipe des surdoués. Après moi, il y a un gouvernement de 69 personnes. On a presque doublé. Mais pour quel résultat? C'est la qualité qui compte. Et pas la quantité. Le ministère du numérique, vous avez raison, il y a beaucoup de problèmes en ce qui concerne le système de la numérisation. Mais tout ça, c'est un problème de leadership, cher ami. C'est un problème de leadership. Regardez aujourd'hui, quand vous avez besoin de quelques spécialistes dans le domaine de l'informatique, parfois on vous envoie des Rwandais. C'est un problème de leadership. Donc, le système de numérisation, vous avez raison, c'est un système qui a un retard très important. Mais il faut corriger ça. Il faut prendre des décisions qui s'imposent. J'espère que quand vous allez terminer, vous allez être conseiller du gouvernement. N'est-ce pas? Il faut y croire. Hein?
vous êtes ici en train de vous être formé comme leader. Vous allez dilapider toute cette formation pour rien. Divine Mudimbi, pour terminer. Lee Kuan Yew, qui est dans cette salle, parce que ces ouvrages sont là, était-il un dictateur pour que le Singapour devienne ce qu'il est aujourd'hui? Lee Kuan Yew n'était pas dictateur, il était autoritaire. Il y a une différence. Comme tu es licencié en maths, en économie mathématique, un régime autoritaire est différent du régime dictatorial. La dictature, c'est un groupe de gens au profit d'eux-mêmes. Vous comprenez? La dictature, ce n'est pas un pouvoir qui est tourné vers les autres. Vous voyez, Divine? C'est ça la dictature. C'est pour ça que la population n'est pas d'accord avec la dictature. C'est un individu, un groupe d'individus qui n'appliquent pas la définition de la politique. La politique, c'est la gestion de la République au profit de la population. C'est ça. Un régime autoritaire, par contre, c'est un régime qui essaye d'appliquer de manière rigoureuse, stricte, pour imposer une certaine discipline, mais au profit de la majorité. Vous comprenez? C'est ça le régime. Et un régime autoritaire, à un certain moment, chers amis, je ne prêche pas la dictature ici, parfois c'est important. Regardez les désordres qu'il y a parfois dans la circulation. Un chauffeur de bus 217 tombe en panne. Un grand professeur d'université brillant, il vient, il se cogne, il meurt. Est-ce que c'est normal ça? Vous perdez une tête à cause d'un individu qui a parqué les véhicules de manière maladroite. Les désordres divins nécessitent parfois un pouvoir autoritaire, mais qui est différent du pouvoir dictatorial. Quand vous lisez l'histoire, il faut lire l'histoire, mademoiselle. Venez ici, lisez aussi certains livres. Le régime. Quand vous êtes dans un pays où certains ont des véhicules avec des volants à gauche, d'autres ont des véhicules avec des volants à droite, vous voulez dire que dans le monde entier où les véhicules ont les volants d'un seul côté, ces gens-là ne savent pas réfléchir. Entre nous. Nous sommes ici en cours de leadership. Vous voulez dire que ce sont ces gens-là qui sont mauvais et nous sommes dans la bonne voie. Parce que les études démontrent effectivement que dans un tel système, les risques d'accident sont très élevés. Mais il faut un certain autoritarisme, n'est-ce pas, pour dire qu'à partir des moments, personne d'autre. Mais c'est un problème de leadership. Quand les gens divines construisent sur les caniveaux, et quand il pleut, toute la commune de Lingolala est sous eau. Tout simplement parce que les caniveaux que les Belges ont construits et qui devaient canaliser toutes ces eaux vers le fleuve, des caniveaux parfois de 2 mètres de profondeur, ces caniveaux-là sont fermés. On a construit au collège. Le leadership. Faut-il casser les maisons qui sont sur ces caniveaux pour sauver toute une commune, ou faut-il laisser, au nom des droits de l'homme, au nom de la démocratie, quelqu'un qui a construit sur un caniveau? Le général Park aussi, divine. C'est la même question. Était-il un dictateur ou un autoritaire? Parce que chaque première semaine du mois, il appelait chaque ministre pour qu'il lui dise ce qu'il a fait par rapport aux objectifs. Mais aujourd'hui, qui peut dire que le général Park a mal fait? Quand vous arrivez en Corée du Sud, à Séoul, le général Park, il est célébré. Lee Kuan Yew, il est célébré. S'il était dictateur, il serait célébré. Quand il y a un désordre,
Divine, il faut savoir mettre des ordres. Parce que la définition, même moi j'ai fait ma définition du sous-développement. C'est l'ensemble d'un système composé des hommes et des femmes, des institutions, des us et coutumes pour maintenir les antivaleurs. Est-ce que les antivaleurs peuvent construire un développement? Si vous n'avez que des antivaleurs, c'est-à-dire vous soutenez et vous construisez les sous-développements. Divine, vous ne verrez jamais aucun pays où il y a un désordre organisé et qui se développe. Il n'y a aucun développement qui se réalise dans les désordres. Dieu lui-même, quand il a créé le monde, il l'a créé dans un ordre fini. Un ordre fini. Même nous ici, les hommes et les femmes, nous sommes une manifestation du génie de Dieu, n'est-ce pas? Regardez l'homme, la femme, comment il a été construit par Dieu. C'est un génie. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question. Parce que si l'homme pouvait même inventer les cerveaux, mais il aurait déjà inventé, n'est-ce pas? Mais il n'arrive pas à inventer les cerveaux. Mais l'homme, c'est l'expression même de l'ordre. Donc si vous voulez, Divine, pour conclure, un peu d'autoritarisme, je crois que ça aiderait toujours. Merci beaucoup. Alors, nous allons terminer le samedi, on va donner les